Bienvenue, c'est vendredi, c'est plus d'actu, 24 minutes d'interview pour prendre le temps, poser des questions, écouter les réponses. Et ces questions, c'est notamment vous qui les avez posées à quelques semaines des élections. Les partis font campagne, le MR voudrait parler emploi, formation, sécurité. Mais un autre thème s'invite dans les débats, c'est le fameux décret paysage. Ce décret paysage qui organise les études de nos étudiants dans le supérieur est aujourd'hui remis en question par des gens qui pourtant l'ont voté. Il a été pensé, porté au départ par Valérie Glatini lorsqu'elle était ministre de l'Enseignement supérieur. Elle est aujourd'hui la tête de liste MR au fédéral à Bruxelles et elle défend son texte. Elle vient le faire ici. Sur Plus d'actu, on accueille Valérie Glatini. Bonjour Valérie Glatini. D'abord, comment allez-vous? On rappelle, vous avez été ministre à la surprise générale, même pour vous, et puis vous mettez en place une série de réformes, vous devez démissionner pour des questions de santé. Aujourd'hui, vous êtes assez en forme pour faire campagne et diriger votre parti à Bruxelles? Oui, je suis complètement rétablie et donc je suis à nouveau prête à porter un projet politique. J'ai été en effet 4 années ministre et je suis très heureuse de pouvoir tirer la liste du MR pour les élections fédérales à Bruxelles. C'était pas une évidence parce que comme ministre à la Fédération Wallonie-Bruxelles, la logique eût été que vous alliez à la région. C'est de là qu'on va chercher les députés de la Fédération. Vous avez aussi un cœur pour l'Europe. Vous êtes fonctionnaire européenne, alors le fédéral, voilà, ok, les circonstances, le départ de Sophie Wilmès, mais vous, qu'est-ce qui vous y attachait personnellement? Mais c'est vrai que j'ai une expérience de 15 années dans les institutions européennes, mais c'est un choix qu'on a fait ensemble, c'est un choix d'équipe, et moi je me sens à ma place et je suis vraiment honorée de tirer cette liste et on va travailler en symbiose avec une série de femmes fortes bruxelloises, au premier rang desquelles bien sûr Sophie Wilmès, mais aussi Adja Labib, avec David Lester, on a vraiment une dream team, je pense, avec aussi Michel de Macht pour les fédérales. On a une dream team pour faire rayonner notre programme pour les fédérales. Alors, on va parler de votre programme à l'échelon fédéral, mais il y a une question qui s'invite vraiment dans la campagne, c'est le décret paysage. Vous l'avez rédigé, porté, défendu, fait voter, et aujourd'hui, 2 partenaires se retirent. Est-ce qu'à l'époque, Écolo et le Parti socialiste vous ont fait part de doutes, voire d'un risque de se retirer? Alors, on se rend bien compte que c'est une réforme qui a été adoptée en 2021, donc il y a 3 ans. Elle est entrée en vigueur en 22 et ici, on est à 73 jours des élections. Et je veux juste rappeler que cette réforme, elle commence à porter ses fruits puisqu'on a déjà des indicateurs de réussite pour la session de janvier cette année, donc plus 5% pour la réussite des bacs 1. Et également, ce qui est très important, c'est une augmentation de la participation aux examens de janvier et également plus 5%. Donc les chiffres vont dans le bon sens. On voit que cette réforme, elle commence à porter ses fruits en termes de changement de stratégie des étudiants. Alors j'ai entendu chiffres, parce que la FEF dit 75 000 étudiants risquent d'être absolument pas étayé. Exclus. Donc ils ont demandé à des étudiants avant la réforme s'ils pensaient qu'ils seraient encore finançables une fois la réforme adoptée. Et on a des chiffres complètement fantaisistes. On sait que chaque année, et on ne va pas se le cacher, il y a des étudiants qui ne sont plus finançables. Et l'objectif de la réforme, c'est précisément de diminuer le nombre d'étudiants qui ne sont plus finançables. Comment? En fixant des balises claires, en leur disant attention, la réussite, c'est pas 45 crédits sur 60, c'est 60. Donc si vous reportez des crédits d'année en année, vous finissez avec un sac à dos de crédits qui est trop lourd à porter et vous vous découvrez non finançable après parfois 4-5 années passées dans l'enseignement supérieur. Et ce sont précisément les étudiants précaires, les étudiants qui n'ont pas des parents pour expliquer les règles de la finançabilité, qui se retrouvaient en chute libre au niveau des taux de réussite. Avant la réforme, on avait vraiment donc le temps du décret Marcourt, eh bien, on avait une chute de la réussite dans les temps des étudiants boursiers de 19% à 14%. Et c'est ça qu'on a essayé de corriger avec des balises plus claires. Donc l'objectif, c'est de dire à un étudiant, tu as 2 années pour réussir tes 60 premiers crédits. Ensuite, bien sûr, il y a toujours un jury qui peut apprécier des circonstances particulières. Si un étudiant, par exemple, est à 55 crédits, le jury peut intervenir. Si ensuite, vraiment, il n'y parvient pas, contrairement à ce que j'ai pu lire, bien sûr qu'il ne doit pas quitter l'enseignement supérieur, il peut, s'il se réoriente, avoir un bonus à la réorientation. Et donc, dans ce cas, on remet sa finançabilité à 0. Donc, par exemple, un étudiant qui n'a pas réussi ses 60 crédits en 2 ans, qui est inscrit en droit, peut se réinscrire en sciences éco. Ou un étudiant qui fait journalisme à l'université peut se réinscrire, faire journalisme dans une haute école, par exemple. Et à ce moment-là, on remet à 0 sa finançabilité et il recommence. Et donc, l'objectif, c'est, grâce à la réorientation, d'augmenter le nombre d'étudiants diplômés. Ce qu'on veut vraiment, c'est qu'un étudiant sorte avec un papier qui certifie des compétences. Vous dites que la FEF avance des chiffres fantaisistes. Et alors quoi? Le Parti socialiste écolo qui menace de ne pas voter le décret.
ils croient la FEF parce qu'ils ne savent pas compter ou bien ils vous font Mais je crois qu'il y a une tour de forme cochon? d'affolement devant les sondages. Par exemple, on voit bien que certains partis sont en chute dans les sondages à Bruxelles. Il y a probablement une forme d'affolement par rapport au PTB qui monte et donc une volonté de suivre le PTB. Moi, je veux juste dire, face à cette instrumentalisation des étudiants, attention, maintenant les étudiants, il faut du calme, il faut de la concentration. Ils sont en pré-blocus et on doit les inscrire sur une trajectoire de réussite. C'est ça l'essentiel. Il faut qu'ils puissent se concentrer sur leurs examens. Est-ce qu'il y a quand même moyen d'aménager quelque chose, de faire quelques concessions pour rassurer? Vous avez été ministre, vous savez que des négociations en dernière minute, ça arrive en politique. Oui, bien sûr, mais ici, ce qui est essentiel de faire, c'est de laisser le temps à la réforme de porter ses fruits. C'est ce que disait ce matin encore sur une antenne radio la rectrice de Liège, qui appelait au maintien de la réforme, qui appelait à ce qu'on laisse le temps à la réforme pour porter ses fruits. Et j'ai entendu cet écho-là dans la bouche des autres recteurs aussi. Je veux rappeler que cette réforme, c'est pas moi qui l'ai inventée dans mon bureau. Hein. C'est vraiment une réforme qui était demandée par tous les acteurs de l'enseignement supérieur, y compris à l'époque la FEF, qui faisait ce constat d'une précarisation. Et c'est normal. Si vous passez 10 années sur les bancs d'une université à la place de 5, bien sûr qu'il y a un risque d'explosion de la précarité étudiante. Et donc on a mis en place toute une série de moyens, notamment on a augmenté les subsides sociaux. Hein. C'est plus 213% sur toute la législature pour aider les étudiants précarisés, pour qu'ils ne doivent pas travailler et qu'ils puissent se concentrer sur leurs études. Mais force est de constater que si vous ne fixez pas des balises claires, eh bien ce sont les plus fragiles qui sont impactés. Dans Plus Actu, les téléspectateurs, téléspectatrices posent des questions et il y en a eu beaucoup sur le décret paysage. Et c'est comme chaque semaine, Aline Walsdorf qui les a analysées. Vous nous en relayez quelques-unes, Aline. Sur le décret paysage, on a des commentaires, on a des questions. Fabien dit que vous en êtes responsable. On suppose qu'il n'apprécie pas beaucoup ce texte. Ensuite, Carlos est un petit peu plus partagé. Il vous demande quels sont les avantages du décret paysage. Et finalement, Samy se demande si on ne devrait pas faire comme en primaire et interdire l'échec. Et donc inverser le logiciel en laissant les étudiants qui sont des adultes choisir en quelle matière se former. Et il ajoute, je cite, « Cela éviterait les cours à pète ». Alors, vous avez répondu sur les avantages. Je pense aussi qu'on peut dire que vous assumez ce décret. Hein. On pourrait l'appeler le décret Glatini. Je remarque qu'à 73 jours des élections, en effet, il porte mon nom, alors que je n'avais jamais évoqué le fait que le décret précédent était le décret de mon prédécesseur Jean-Claude Marcourt. Donc on voit qu'il y a une politisation du dossier. Et moi, je regrette vraiment cette instrumentalisation des étudiants. Ils ne méritent pas ça. Il faut que le MR bloque des réformes socialistes ou PS, si jamais c'est comme ça que ça marche. Nous sommes loyaux et nous resterons des partenaires loyaux, même si c'est vrai qu'il y a plusieurs réformes avec lesquelles nous n'étions pas en phase et qui posent problème. Le décret inscription a des effets négatifs dans le nord-ouest de Bruxelles. On sait que les changements de rythme, eh bien, ça pose des problèmes dans certaines familles bruxelloises. Je ne demande pas qu'on revoie ces décrets. Moi, je souhaite être loyale et j'attends la même chose, évidemment, de la part des partenaires. Et c'est ce qui a encore été demandé par le ministre-président dans la presse ce matin. Moi, je pense que les étudiants, ils méritent mieux que ça. Et par rapport à la question qui a été posée... Qui demandait si on ne devrait pas est-ce qu'on ne devrait pas interdire l'échec? Moi, je trouve ça très inquiétant. Bien sûr qu'un étudiant a le droit d'échouer. Et d'ailleurs, on n'a jamais dit qu'un étudiant ne pouvait pas échouer. Évidemment que l'échec peut être extrêmement formateur. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a une limite temporelle pour acquérir les 60 premiers crédits parce qu'il y a une gradation dans l'acquisition des savoirs. Et donc, sur les il cours faut d'abord réussir. Ça, c'est quelque chose, on l'a connu. Il vous faut avez été d'abord étudiante, réussir. Bien sûr. on a tous été. Il y a des cours qui font peur, dont on se demande, mais c'est très même parfois important. 25 ans après, à quoi ils nous servent. Mais c'est très important de dire que ces fameux cours qu'il faut réussir, il ne faut pas attendre, parce que les étudiants ont tendance, et c'est bien normal et c'est humain, à reporter à l'année suivante. Et donc quand on est en master et qu'on a encore des casseroles de bacheliers, ça devient de plus en plus dur de passer ce cours. Ces cours qui chaque année il y a chaque année cassent le moral, des jurys qui peuvent apprécier si un étudiant est extrêmement méritant et qu'il n'y a qu'un seul cours, le jury peut apporter, et c'est la nouveauté de la réforme, peut apporter de la souplesse. Mais j'attire l'attention, quand on a beaucoup de casseroles au début du parcours, il faut d'abord réussir les difficultés parce que quand on les reporte, eh bien, elles ont tendance à s'aggraver. Et donc ça, c'est un message qui est vraiment important de dire aux étudiants. Si vous vous retrouvez dans une situation de difficulté, faites appel aux aides à la réussite qui ont été fortement augmentées. Il y a vraiment des moyens substantiels qui sont mis à disposition par les établissements. Ils ont été augmentés. Donc quand on a une difficulté, allez chercher de l'aide. Et puis si vraiment la difficulté ne pouvait pas
pas être réglé, eh bien s'interroger sur la réorientation. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'à aucun moment un étudiant ne quitte l'enseignement supérieur sans diplôme, mais parfois il peut terminer avec un autre diplôme que le premier auquel il avait songé. Voilà pour cette large page consacrée au décret paysage qui s'est invité dans l'actualité. Ouais. Vous êtes, je le rappelle, tête de liste à la Chambre et une des compétences pour lesquelles on regarde vers le fédéral, c'est tout ce qui est lié à la sécurité. On en parle beaucoup à Bruxelles et Aline Walsdorf, cela suscite beaucoup de questions aussi de la part des téléspectateurs. Concernant la sécurité et la drogue, Jenny se pose la question de savoir pourquoi la droite s'obstine toujours à vouloir réprimander et maintenant appeler l'armée, alors que selon elle, les toxicomanes et les dealers sont avant tout des malades qui ont besoin d'aide. C'est une question parmi d'autres, mais il y a deux questions dedans. Il y a d'abord la question de la présence de l'armée ou de ces corps de police spéciaux. C'est quelque chose que vous demandez au MR. C'était une sortie de David Leister, votre président régional, cette semaine. Mais d'abord, je pense qu'il faut se rendre compte de la gravité de la situation. Il y a une fusillade tous les 3 jours, donc je pense qu'on ne peut pas rester dans cet état de sidération et qu'il faut faire appel à toutes les aides possibles et imaginables. Donc ce qui a été proposé, c'est évidemment une intervention tout à fait ciblée et temporaire de l'armée pour soulager les forces de police, par exemple pour faire une surveillance de sites comme les institutions européennes ou les eaux portuaires à Anvers, par exemple, on avait proposé ça précédemment. Donc on n'enverrait pas les militaires dans les hotspots. Non, c'est vraiment une intervention tout à fait ciblée et temporaire. Mais je rejoins évidemment ce qui a été dit, et ce n'est pas où, c'est et. Et donc on a à la fois des mesures d'intervention immédiate, on a également des mesures pour la prévention. On est bien conscient que tous les consommateurs doivent... Il y a des consommations problématiques de stupéfiants, c'est une évidence, il faut pouvoir soigner ces gens, mais c'est pas où, c'est et. Et donc j'appelle vraiment à ce qu'il y ait une prise de conscience par rapport à la gravité de la situation et notamment aussi qu'on arrête cette espèce de ping-pong des responsabilités qu'on voit pour l'instant avec la région, où nous sommes dans l'opposition, vous l'avez rappelé, la région qui dit que c'est la faute du fédéral, le fédéral qui dit que les bourgmestres doivent agir, les bourgmestres qui disent à leur tour que c'est le fédéral. Il y a quand même dans les acteurs non politiques, associatifs, on l'a diffusé sur BX1, une quasi-unanimité des associations de terrain pour dire le problème sur les trafics et donc... qui appelle à une forme d'organisation, voire de dépénalisation des drogues. Est-ce que là-dessus, il y a une ouverture au MR ? Je pense qu'on crée du flou par rapport à ça quand on dit qu'il faut dépénaliser le cannabis ou même, j'ai entendu, la cocaïne. Je pense qu'il faut voir les organisations criminelles comme des entreprises. Et donc, il y a le top. Et puis, donc, tout en haut, il y a les trafiquants internationaux, ceux qui amènent l'offre. Et puis, tout en bas, il y a la demande avec les consommateurs. Et entre les deux, il y a des laboratoires, il y a les guetteurs, les dealers de rue, etc. Et je pense qu'il faut assécher l'arrivée sur le territoire en attaquant le haut, le top, les managers, ceux qui vraiment font arriver la drogue au port d'Anvers, par exemple. Et ça, on le fait comment ? On envoie notre armée à Medellin ? Mais ça demande clairement qu'on puisse avoir des moyens accrus de personnalités spéciales, de personnes spécialisées dans la police qui sont aptes à détecter, à travailler sur le trafic des armes, le trafic de drogue, travailler avec Europol. Donc ce sont des profils très spécifiques qu'on peut davantage réorganiser au sein de la police pour mettre davantage de moyens. On a besoin de plus d'experts balistiques, par exemple, après les fusillades. Et dans les quartiers de Bruxelles, on fait quoi avec tous ces hotspots qui sont maintenant cartographiés et qui vont être mieux surveillés. Tout à fait. Mais là, on se rend bien compte aussi qu'il faudra mettre davantage de bleu dans les rues, c'est une certitude. Mais moi, je pense que ce qu'il faut avant tout, c'est quand on considère ces grosses organisations comme des entreprises, c'est assécher l'offre, mais aussi assécher la demande. Et donc, c'est vrai que les consommateurs doivent réaliser, et parfois ils n'en sont pas conscients, que quand ils consomment, eh bien, ils alimentent des structures criminelles. Et donc, ça veut dire qu'on peut, à un moment donné, criminaliser le consommateur. Ça se fait déjà, mais ça ne donne pas de résultat. Mais c'est vrai qu'on peut s'interroger que quand on voit une personne qui assurait le 5 grammes de cocaïne ne pas se faire inquiéter par la police, ça pose question. Donc je pense qu'en effet, il faut à la fois travailler sur l'offre et également travailler sur la demande pour faire en sorte qu'il y ait simplement moins de drogue qui circule. Et donc ça passe vraiment par... et moi, j'en appelle à cette unité de commandement, qu'on ait vraiment une prise en considération du fait qu'il y a plein de cuistots dans la cuisine et il n'y a pas de chef-coq. Et donc il faut vraiment... Là, vous visez vers Rudy Vervoort. Mais pas seulement. Je pense que... Moi, je n'ai pas envie de jouer ce jeu. Je pense qu'il faut qu'on ait un plan national... Oui, mais il faut qu'on ait un plan national de lutte contre l'insécurité urbaine. Et donc, comme, par exemple, pendant la crise sanitaire, on a eu Sophie Wilmès qui a installé une unité de commandement. De la même façon, ce que je voudrais voir, c'est une prise en compte de la gravité de la situation avec une implication du fédéral, de la région, de tous les bourgmestres et qu'on ait cette unité de commandement. Ici, on a l'impression qu'il y a un flou.
tout le monde a son plan, le fédéral a son plan, la région a son plan, les bourgmestres se voient, ils décrètent qu'on va avoir des hotspots, etc. Mais on n'a pas cette unité de commande. Et alors concrètement, qui peut incarner cette unité de commande? C'est le Premier ministre ou ça doit être justement le ministre-président bruxellois parce qu'il connaît la réalité locale ici? Alors nous, on avait plaidé pour qu'il y ait un commissaire spécial. Moi, je pense qu'il faut une personnalité politique qui va pouvoir être tenue comptable pour vraiment la diminution de la criminalité avec des objectifs très clairs. Et donc, ça passera par toute une série de mesures. Et il n'y en a pas... ce que moi, je regrette, c'est que tous les jours, il y a une petite annonce spécifique de ce qu'il faudrait faire et on n'a pas une vision d'ensemble. On nous a dit très récemment aussi qu'il fallait revoir la loi sur la protection privée de la vie privée pour pouvoir aussi davantage viser les organisations criminelles. Il faut pouvoir geler les avoirs, il faut pouvoir confisquer le patrimoine. Donc c'est une problématique tellement complexe et qui concerne tous les niveaux de pouvoir. Et donc, de la même façon qu'on l'a fait pour la crise sanitaire, moi je plaide pour qu'il y ait une prise de conscience de la gravité de la situation. Et ce n'est pas un tabou pour nous, par exemple, de discuter d'un refinancement éventuel des forces régaliennes, donc la police et la justice. Quand on voit les masses de dépenses de l'État, on voit qu'il y a 200 milliards de dépenses et il y a 5,5 milliards pour les forces régaliennes, donc justice et police. Donc ce n'est pas un tabou pour nous d'imaginer qu'on puisse revoir à la hausse les montants pour pouvoir recruter davantage. Alors on sait aussi qu'on a un problème de recrutement. Il faudra pouvoir attirer des profils nouveaux, des profils qui sont capables de travailler sur la détection du trafic d'armes, la coopération bien sûr avec les pays voisins et la coopération avec isolé Europol. au MR quand vous évoquez les renforcements des forces de police par rapport au discours, le téléspectateur évoquait un discours, ou la téléspectatrice, pardon, j'ai dit, évoquait un discours de droite. Vous avez l'impression que Mais c'est un peu de la gauche fait de caricature. l'opposition Moi, j'étais là-dessus. ministre des maisons de justice pendant 4 ans et tous les jours, nous développions les peines alternatives, donc les bracelets électroniques et puis la réinsertion, la prévention de la récidive. Tout ça, c'est un langage que je fais mien aussi. Ce n'est pas ou, c'est et. Et donc, moi, stop à la caricature. Bien sûr que nous n'allons pas sous-investir dans la prévention si nous sommes appelés aux responsabilités. On continuera à investir dans la prévention et la lutte contre la récidive, oui, bien sûr. Alors, vous faites aussi campagne sur le thème de l'emploi, de la formation. D'abord, on a l'impression que c'est quand même difficile de mettre ce thème au cœur de la campagne, parce qu'il y a d'autres actualités. Vous voulez quand même faire campagne sur le thème de l'emploi? Vous trouvez que c'est quelque chose qui est sous-estimé par les médias, par les électeurs? Je pense que oui. Moi, je suis libérale, donc la chose qui importe le plus pour moi, c'est d'être libre. Et le travail est une formidable force d'émancipation. C'est la meilleure, en fait, pour nous rendre libres. Et donc, moi, je ne vois pas le travail comme une tare, comme certains autres partis qui recommandent qu'il y ait la semaine des 4 jours, comme si le travail, c'était horrible. Et je pense qu'il faut indiquer aux jeunes que le travail, c'est une force d'émancipation. Et il faut les inciter à aller chercher un diplôme, parce qu'on sait que plus de 90% des personnes diplômées sont à l'emploi. Le problème principal en matière de politique d'emploi à Bruxelles, c'est le coût du travail ou c'est le public qui n'est pas prêt à embrasser des carrières telles qu'elles sont proposées aujourd'hui? Le coût du travail et puis bien sûr aussi une inadéquation entre l'offre et puis les compétences des gens. Et c'est pour ça que moi j'attire sans cesse l'attention sur ce chiffre qui m'apparaît crucial. À Bruxelles, nous avons 9% de jeunes qui ne sont ni à l'emploi ni en formation. C'est beaucoup plus élevé qu'avant les Nice, aux autorités bruxelloises, Bernard Kerfailly, en Flandre, c'est 5%. Moi, je n'aime pas jeter l'opprobre sur des personnes, donc je ne le ferai pas. Et peut-être, ce sera la marque de fabrique de cette campagne en ce qui me concerne. Mais je veux juste rappeler ce chiffre. 9% de jeunes qui ne sont ni à l'emploi ni en formation. Et donc, on ne peut pas se satisfaire des chiffres tels qu'ils sont quand on a un chiffre comme ça. Donc, il faut rappeler aux jeunes à quel point le travail, à quel point une formation, c'est émancipateur. Il faut leur dire aussi que s'ils ne voient pas directement quelque chose qui les attire ou ils ne trouvent pas directement un emploi, ils peuvent aussi créer leur emploi. On doit forcer les demandeurs d'emploi à suivre des formations, à accepter un emploi? Je pense qu'à un moment donné, s'il y a... on sait que c'est dans notre programme de pouvoir aller jusqu'à une suppression des allocations de chômage, mais je souhaite avant tout passer un message positif, leur dire que le travail, c'est émancipateur. Et donc, moi, je viens d'une famille où, mon arrière-grand-père, il faisait du porte-à-porte pour vendre des aliments. Et puis, mon grand-père a ouvert une première supérette, il s'est endetté jusqu'au cou, et puis finalement il a ouvert une deuxième, une troisième, etc. Puis finalement il a développé une entreprise prospère où il a donné de l'emploi à beaucoup de personnes et il a créé son propre job. Et donc je veux juste dire aux jeunes, il y a aussi cette possibilité de devenir entrepreneur. Donc on a soutenu toute une série d'initiatives, 100 000 entrepreneurs à Bruxelles que nous avions soutenus lorsque moi j'étais ministre. On a soutenu les masters en alternance pour davantage créer cette permanence
perméabilité entre le monde de la formation et le monde de l'entreprise. On a créé aussi plus d'adéquation quand on détermine les nouvelles formations entre le monde du travail et les universités. Donc, par exemple, on demande qu'il y ait un conseil économique et social qui se penche sur les formations que les établissements veulent ouvrir pour qu'il y ait plus de liens entre une formation et puis le fait de trouver un travail. Je pense qu'il faut sans cesse rappeler ça aux jeunes, c'est qu'ils sont appelés à contribuer à la société et je pense que ça, c'est un message qui va à l'encontre de tout ce qu'on entend en termes de sinistrose, de misérabilisme. Il faut dire aux jeunes qu'ils se saisissent des possibilités qui leur sont offertes pour déployer leurs ailes. Aline Walsdorf, on revient vers vous parce qu'il y a aussi eu sur les questions d'emploi, mais précisément de chômage, des questions et vous en avez retenu une. Alors concernant l'emploi, c'est Marianne qui réagit, hein. Elle dit: vous parlez d'activer les chômeurs. Comment activer les chômeurs quand il y a 2 fois plus de demandeurs d'emploi que de postes vacants? Et donc, on traduit, cette téléspectatrice parle de ces personnes qui sont formées, qui sont qualifiées, mais dans des filières où il n'y a pas autant d'offres d'emploi. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel on peut s'attaquer au fédéral? Oui, je pense. Et en tout cas, ce que mon parti propose, c'est qu'il y ait une prime lorsqu'on va faire un travail un métier qui est en pénurie. Oui, donc là, on parle des métiers en pénurie. Voilà, mais moi, et que le salaire les est journalistes, plus bas, il y a des centaines d'étudiants qui sortent en journalisme, en psychologie, et il n'y a pas toujours de l'emploi pour tout ce monde-là. Alors quoi, ils doivent se réorienter, ou bien ils peuvent prendre le temps parce qu'ils savaient que leur filière serait saturée? Je pense qu'il faut rappeler, et ça c'est très important, au niveau de l'orientation d'un jeune, qu'il y a des filières qui sont plus porteuses que d'autres. Okay. Et donc travailler sur une meilleure adéquation entre le travail et les offres d'emploi et puis les formations, pour moi, ce n'est pas du tout un tabou. Et donc c'est vrai que je suis parfois étonnée de voir qu'il y a un très grand nombre d'étudiants qui s'engagent dans des filières. Et vous vous souvenez d'une polémique qui avait eu lieu l'année dernière sur les nouvelles habilitations, hein, celles qu'on peut ouvrir pour créer de nouveaux cours, de nouvelles filières. En médecine, et donc, par exemple, oui. Et donc, on avait toute une série d'autres habilitations qui étaient proposées. Moi, je plaide vraiment pour que quand on ouvre une nouvelle habilitation, on puisse aussi responsabiliser l'établissement parce qu'il y a parfois une forme de chasse à l'étudiant avec des intitulés qui sont très sexy pour les étudiants, mais qui ne mènent pas forcément à un emploi. Et donc, il faut attirer l'attention au niveau de l'orientation de l'étudiant quant au fait qu'il y a certaines filières qui sont plus porteuses que d'autres. Il faut aussi encourager les gens à prendre un métier qui est en pénurie avec, pourquoi pas, et c'est ce qui est proposé, une augmentation du salaire quand le salaire sera en dessous du salaire moyen. Donc pouvoir vraiment inciter les gens à aller prendre un job lorsqu'il est en pénurie. Et donc à faire une conversion d'un métier saturé vers un emploi en pénurie. Voilà, tout à fait, avec un véritable incitant. Donc ça figure dans notre programme. Et puis rappeler aussi aux étudiants qu'il y a certaines filières qui sont plus porteuses que d'autres. Et je pense que ça passe par une meilleure orientation. Et vous savez qu'on a développé un outil d'orientation en fédération à l'université. Et donc très brièvement là-dessus, est-ce que l'activation forcée, elle doit se faire au niveau de la formation, au niveau des études, déjà quand on sort des secondaires, en 20 secondes là-dessus? Moi, je pense déjà que si on travaille de façon incitative, on arrive à des résultats magnifiques. Et donc, je pense que tous les étudiants ne sont pas forcément conscients que certaines filières ne mènent pas directement à l'emploi. Merci d'être venu répondre à toutes ces questions. Le journal de ce soir vous sera présenté par Jim Moscovitch. Merci d'avoir choisi BX1 pour vous informer.